Rencontre au sommet aujourd'hui à Paris entre le président ukrainien et le président russe. C'est la première fois qu'une telle rencontre a lieu sous l'égide d'Emmanuel Macron et de Angela Merkel. Objectif, relancer les pourparlers de paix dans l'est de l'Ukraine. Bonsoir Tatiana Castéo-Vajan. Bonsoir Mélanie. Vous êtes directrice du Centre Russie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On va rappeler avec vous la situation en Ukraine, avec cette guerre qui déchire l'Est du pays, un conflit qui dure depuis plus de 5 ans maintenant. Depuis 5 ans, ouais. Très exactement. Et un conflit qui a fait quand même, selon l'ONU, plus de 13 000 morts aujourd'hui et 1,5 million de personnes internellement déplacées. C'est-à-dire ce sont les personnes qui ont dû quitter la région pour partir ailleurs. Et encore, on n'a pas les chiffres complets, parce qu'il y a aussi une partie des Ukrainiens qui sont partis s'installer en Russie. Donc on a une région qui a perdu un gros pourcentage de sa population, qui est sinistrée, qui a une situation économique extrêmement complexe, et où les gens, notamment les retraités, doivent parfois quitter le territoire pour aller toucher leur retraite de l'autre côté de la frontière, en Ukraine. Un conflit qui oppose Kiev et les séparatistes pro-russes. C'est toute la difficulté de l'interprétation de ce conflit, parce que certains vous diront c'est entre la Russie et Kiev et l'Ukraine, et la Russie va vous dire on n'est pas partie prenante au conflit, ça se passe entre les autorités de Kiev et les autorités séparatistes de ces deux régions. C'est toute la difficulté en fait de l'interprétation politique de ce conflit et du coup du règlement. Alors ça fait 3 ans que les négociations sont au point mort. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait évoluer? Je pense que ce qui a évolué, surtout le premier facteur, c'est l'élection de Vladimir Zelensky. Cet ancien acteur, comédien, qui se retrouve à la tête du pays, qui préconisait le rôle qu'il a joué dans un feuilleton très connu. Et il n'avait jamais été président auparavant. Il n'a jamais été dans la politique auparavant. Et son émission humoristique décriait et plutôt caricaturait les hommes politiques. Et voilà qu'il se retrouve à la tête du pays. Et le changement de visage, changement de tête, c'est toujours l'occasion de sortir un peu des sentiers battus, d'essayer de relancer le processus. Et par ailleurs, il y a aussi la volonté d'Emmanuel Macron de faire une ouverture à l'égard de la Russie, pour différentes régions que je n'ai pas le temps de développer, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de développer. Mais ces raisons se rencontrent en fait pour créer un moment, une opportunité pour essayer de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent ces négociations depuis 3 ans. Zelensky, vous le dites, il est novice et en relations internationales notamment, on se souvient qu'il refusait tout débat pendant la présidentielle quand il s'agissait de revenir sur ces sujets-là. Donc ça, évidemment, faisait planer le doute sur ses compétences. Est-ce qu'il a les épaules pour dialoguer avec Vladimir Poutine? Évidemment, c'est pas pareil quand on est candidat, ou même avant qu'on ne soit candidat, et quand on est président. Il avait aussi parlé, par exemple, de casser le format de Minsk, le format de Normandie, en invitant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Une sorte d'accord de paix. Voilà, et finalement, en fait, il accepte de continuer les discussions dans le cadre du format de Normandie. Et il vient à Paris, je pense, avec l'idée d'apporter la paix à sa population, mais on sait que la population veut la paix et que Vladimir Zelensky est le porte-parole de l'opinion publique, ce qu'on ne sait pas à quelle concession est prête cette opinion publique pour obtenir la paix. Alors justement, l'Ukraine, par la voix de Zelensky, est prête à quel compromis? Si elle est prête à faire un compromis aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Il y a eu déjà quelques signes de détente avant, qui étaient d'ailleurs les conditions préalables pour la tenue de ce format de Normandie à Paris. Vladimir Poutine a montré aussi quelques signes de bonne volonté. Il y a eu l'échange des prisonniers, 35 contre 35, donc 35 de chaque côté. Et la Russie a rendu aussi les bateaux qui avaient été arraisonnés lors de l'incident dans le détroit de Kertch. Et Vladimir Zelensky a signé la formule de Steinmeier. C'est une formule... ministre des Affaires étrangères allemand. Allemand, tout à fait, et qui est le président actuel de l'Allemagne. Et la formule un peu compliquée, évidemment, en termes diplomatiques, mais qui dit en gros, d'abord, il y aura des élections dans les régions séparatistes qui doivent être reconnues par l'OSCE et à ce moment-là, il y aura le statut spécial pour le Donbass. Le problème pour l'Ukraine, c'est que ce statut spécial
pour le Donbass suppose quand même un droit de regard de la Russie via ces régions-là sur la politique intérieure, mais surtout extérieure de l'Ukraine, et notamment sur son adhésion future à l'OTAN et à l'Union européenne, même si la question côté OTAN et côté Union européenne, la question se pose moins. Mais pour les Ukrainiens, ce sont les choix stratégiques qui sont inscrits dans la constitution ukrainienne. C'est ça ce qu'il faut avoir présent en tête. En gros, là, vous parlez d'élections, vous dites aussi les Ukrainiens n'ont pas chassé les Russes par la porte pour qu'ils reviennent par la fenêtre des élections, sous-entendu. Finalement, est-ce qu'on va y arriver à ces élections qui pourraient être une sortie de crise, mais qui n'arrangera pas du tout les Ukrainiens qui ne veulent pas la mainmise de la Russie? On n'y est pas pour l'instant. C'est tout l'objet de débats, des négociations aujourd'hui. On va voir ce qui sera annoncé pendant la conférence de presse. Hein. Mais en effet, les positions sont assez antagonistes. C'est là-dessus que ça bloque depuis 3 ans, les négociations de Minsk. Les Ukrainiens souhaitent d'abord avoir les conditions sécuritaires et politiques pour la bonne tenue de ces élections, notamment l'accès aux médias ukrainiens, l'accès aux partis politiques ukrainiens, pouvoir assurer la sécurité par la police ukrainienne, et seulement après les élections. Et pour les Russes, c'est un peu l'inverse en quelque sorte. Voilà, donc je vois difficilement comment ils peuvent arriver à des compromis. En gros, la Russie insiste pour l'application à la lettre des accords de Minsk, dans l'ordre où les différents pas, les 13 pas ont été prescrits, alors que les Ukrainiens souhaiteraient garder le cadre général de l'accord de Minsk, mais remanier à l'intérieur notamment l'ordre de l'exécution. En attendant, on a évidemment cette région du Donbass dont vous parlez, qui est donc à l'est de l'Ukraine, qui est minée depuis plusieurs années par ce conflit. Les combats n'ont jamais totalement cessé. Vous avez commencé à aborder les conditions de vie de ces Ukrainiens-là. Comment vivent-ils sur place ? Assez difficilement. Il y a plus de 40% de ces gens-là qui se disent être pauvres, qui reconnaissent être pauvres. Il y a la plupart qui disent qu'ils ont suffisamment d'argent pour acheter la nourriture, mais pas trop au-delà. Les retraités, comme je disais au début, traversent la frontière régulièrement, une fois tous les 2 mois, je crois, pour aller chercher leur retraite dans la partie ukrainienne. Il y a une autre partie des salaires, notamment pour les fonctionnaires, qui est assurée implicitement par les Russes. Il y a eu des convois d'aide humanitaire envoyés par la Russie, mais les conditions de vie sont quand même très difficiles. Et il y a beaucoup de chômage aussi dans ces régions. Les habitants du Donbass, dans ce conflit, se positionnent comment ? Il y a eu quelques sondages, notamment un au mois d'octobre qui a été publié par un quotidien ukrainien influent, Zerkalo Nedelia, et qui explique que finalement les habitants de ces régions-là regardent plutôt... en fait, c'est assez contradictoire parce qu'ils se disent être citoyens ukrainiens et la majorité souhaite rester en Ukraine, mais en se voyant quand même respecter leur droit à la différence, notamment le droit à l'usage de la langue russe. Et ça, c'est une question qui est extrêmement sensible et très, très importante. C'est aussi la population qui regarde plutôt la télévision russe et où Vladimir Zelensky est plutôt en bas de la liste des personnes populaires. Bon, vous parlez d'Emmanuel Macron qui joue les médiateurs, qui se place aujourd'hui au centre du jeu avec ce sommet à Paris. Pourquoi cette volonté-là ? Pourquoi c'est important pour la France ? La France, pour plusieurs raisons, fait cette ouverture à l'égard de la Russie. D'une part, Emmanuel Macron souhaite avoir une vision stratégique, donc il voit la future compétition entre la Chine et les États-Unis. Il cherche un meilleur positionnement pour la France et pour l'Union européenne. Et d'autre part, je pense qu'il y a aussi les considérations électorales et l'ouverture à la Russie en fait partie. Et évidemment, il y a aussi des intérêts économiques, des intérêts énergétiques qui sont très forts. Donc la Russie, elle est importante en soi et c'est aussi la clé pour d'autres dossiers, notamment le dossier du Moyen-Orient. Eh bien, merci. Merci Tatiana Castéo-Agent pour cet éclairage et pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ce conflit à l'est de l'Ukraine. Tout de suite, c'est dans l'air consacré aux réformes des retraites. Lundi noir sur les routes, dans les gares. Demain, ça continue. Semaine cruciale pour le gouvernement. Le Premier ministre va dévoiler mercredi le contenu de la réforme. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Retraite, qui va lâcher ?» Bonne émission à vous.